quelques images, mais encore une fois, je ne le ferai pas. Et je ne le ferai pas pour une raison très simple. C'est parce que je me suis rendu compte la dernière fois, au nombre d'assistants qui sont venus me demander mais qui est Ernest Pignon-Ernest, je me suis dit, bon, je suis en terrain de peu de connaissances ou de méconnaissances de cet artiste, et donc je vais y mettre le paquet, si j'ose dire. Bon, alors c'est comme ça, tout le monde n'est pas forcé de s'intéresser à l'art. Il n'empêche que Ernest Pignon-Ernest est, à mon sens, sans doute un des artistes majeurs de cette époque. Non pas que le mode de faire... Alors, oui, je vous le présente tout de suite, c'est une photo que j'ai prise il y a 2-3 ans dans son atelier, et donc il était en train de dessiner, et bon, voilà, il n'y a pas à épiloguer là-dessus. Enfin, voici Ernest dans son atelier. Alors, il est né en 1942 à Nice, donc c'est un jeune septuagénaire. Il en fait beaucoup moins, hein, à le voir et à le connaître. Et c'est quelqu'un qui n'est pas un enfant du sérail, c'est-à-dire qu'il n'a fait d'études d'ailleurs d'aucune sorte. Il s'est arrêté très tôt, après l'école primaire, si vous voulez, pour se mettre au travail. Il est d'une famille de gens humbles, dirons-nous. Donc il est né à Nice, ce qui me permet de préparer le fait que quand même, plus tard, quand il va s'intéresser à la chose artistique, il va être quand même dans le creuset de ce qu'on appelle le groupe de Nice. Et il a connu, bien sûr, toute cette génération d'artistes, et on en reparlera plus court. Donc études courtes, travail, et après des différents métiers, il se retrouve à gratter chez un architecte. Visiblement, il était doué pour le dessin, il dessine depuis très longtemps, depuis qu'il est enfant, et il trouve là l'application, je dirais, graphique, au moins, de ses dons chez un architecte. Et en 1966, les journaux de la région niçoise publient un article dans lequel il est dit qu'on a trouvé sur le site du plateau d'Albion. Vous vous souvenez de ce qu'est le plateau d'Albion? C'est l'endroit où il y avait les silos, où étaient entreposés notre force de frappe, tout au moins les projectiles de notre force de frappe. Il y avait eu d'ailleurs beaucoup de protestations à l'époque, des gens du cru qui ne voulaient pas qu'on abîme en quelque sorte leur site et qu'on confisque leurs terres au profit des activités militaires, pour ne pas dire de l'armée, quoi. Donc ce journal publie un articulet dans lequel ils disent qu'il y a quelqu'un qui a dans le site et dans la proximité du site, peut-être même dans des zones qui n'étaient pas particulièrement autorisées, a peint sur les rochers, a peint au pochoir, si vous voulez, des slogans qui étaient contre justement la force de frappe. Alors je suis désolé, je ne peux pas vous en montrer, parce que j'en ai pas, parce que je crois que personne n'en a, et même Ernest, Pignon-Ernest, ne m'en a pas donné, enfin, ou peut-être il en a dans ses archives, je crois qu'il n'en a pas, en tout cas, à portée de la main. Et je dois dire qu'en 1966, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, tiens, c'est étrange, il y a un type étrange. Vous savez, c'est un petit peu comme dans le fond, quand on va dans les rues et qu'on tague des slogans antimilitaristes ou anti-ceci ou anti-cela. Lui, il avait fait dans la campagne, dans les rochers. Personne ne savait qui c'était complètement anonyme, et voilà. Et on n'en parle plus.
Alors, ce soir, justement, je vais vous parler, non pas des diverses manifestations d'Ernest Bignot-Ernest, parce que sinon je n'en sortirai pas, et déjà je ne vais pas m'en sortir, mais je vais simplement vous parler des manifestations in situ, c'est-à-dire les interventions d'Ernest dans la nature, et plus exactement d'ailleurs dans l'espace urbain, parce que très vite il va renoncer à la nature et il va se consacrer plutôt à l'espace urbain pour des raisons qui apparaîtront sans doute au fur et à mesure de mon intervention. Alors, il apparaît quelquefois d'abord participant à des expositions collectives où il montre des images sur papier peintes pas peintes, excusez-moi, dessinées, parce qu'il ne peint pas. Un jour, j'ai parlé de peintre à son propos, je me suis fait enguirlander de la belle manière, mais je persiste et signe. Donc, il dessine avec les moyens traditionnels du dessin, c'est-à-dire fusain et pierre noire. La pierre noire, si vous voulez, c'est un crayon, comme on dit, entre guillemets, c'est un crayon de schiste qui est utilisé par les peintres et dessinateurs depuis le Moyen-Âge. C'est vraiment un des crayons tout à fait classiques, quoi. Donc lui dessine avec ça. Un scoop, n'est-ce pas? Je ne crois pas qu'on en ait beaucoup parlé de ça. Il dessine aussi avec une gomme. Il a une gomme, il a inventé un système. C'est une gomme, si vous voulez, qui est taillée en dents de scie. Et avec cette gomme qui est taillée en dents de scie, une fois qu'il a passé le papier au fusain, il fait des stries sur le fusain et il modèle, dans le sens de modeler, le terme modeler, comme il ferait d'une sculpture, il modèle les parties qui sont censées être en relief et celles, au contraire, qui sont censées être en creux. Je crois que j'ai tout dit. Donc, outre ces crayons-là, il utilise un autre crayon que vous nommez habituellement des craies. La craie est un crayon au sens, je dirais, académique du terme, ça fait partie des crayons. Et il fait des rehauts en blanc, quelquefois un peu en couleur, à la craie. Ceci pour les instruments de dessin. Il travaille sur un support, et ce support, alors je mets de côté les supports des expositions en galerie qui sont, je dirais, assez classiques, qui utilisent d'ailleurs le collage, qui utilisent aussi la photographie. Tant que j'y suis, j'y reviendrai. La photographie est un des éléments essentiels du travail d'Ernest Bignot-Ernest. Essentiel. Et le support, si vous voulez, c'est tout au moins pour les dessins originaux, mais vous verrez aussi pour les tirages, c'est un papier de très mauvaise qualité, c'est-à-dire c'est un papier qu'il récupérait à l'origine chez les amis imprimeurs et dans les rotatives des journaux, c'est-à-dire des culs de rouleaux de papier journal, qui est un papier de très mauvaise qualité, comme vous le savez, qui est sujet à la photosynthèse. Je suppose que vous avez tous fait ça, laisser un verre ou une bouteille sur un journal à la lumière, vous revenez 1 heure après, vous avez le papier qui est déjà jaune par rapport à la trace du cul du verre, lui aussi, qui est beaucoup plus blanc, plus blanc. Donc c'est un papier qui est très sensible à la photosynthèse, est tellement sensible à la photosynthèse qu'à la fin, il arrive à se détruire. Surtout si à l'extérieur, avec le soleil, avec les éléments, la pluie, etc., on n'en retrouve pas beaucoup de traces. Alors,
lorsqu'il a, puisque son activité, si vous voulez, est une activité de multiples, encore une fois, je mets hors champ, hein, les choses qu'il fait dans les galeries, où il fait des dessins, où il expose des dessins originaux. Je vous le dis tout de suite qu'au début, d'ailleurs, de son activité dans la ville, lorsqu'il a commencé à coller, il collait aussi des dessins originaux, je suppose qu'il ne le fait plus maintenant. Aussi des photographies. Si vous allez à la galerie Le Long, qui est la galerie d'Ernest Pignon-Ernest, vous verrez que les œuvres qu'il vend sont souvent composées d'un dessin original signé, plus une photographie. La photographie qui montre en général, in situ, le dessin, si vous voulez, enfin l'œuvre qui a servi d'inspiration au dessin ou de modèle au dessin, ou le dessin modèle qui a servi. Il y a une espèce d'aller-retour comme ça entre son dessin et ses œuvres. Alors ces œuvres sont tirées. Elles sont tirées en multiples, hein, puisque l'essentiel de l'activité d'Ernest, enfin numériquement parlant, hein, elle est tirée en sérigraphie sur ces rouleaux dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui n'empêche pas de dessiner aussi sur ces rouleaux. Mais l'essentiel numériquement de son œuvre est sur du papier journal, blanc naturellement, hein, enfin pas forcément naturellement. Il y a des peintres qui sont servis du journal imprimé comme support à leur activité, hein, de Picasso à Paul Klee et bien d'autres. Voilà. Et ces rouleaux qu'il roule sous son bras, comme ça, c'est facile, si j'ose dire, et il va les coller dans la ville. Il va les coller dans la ville, en fonction, bien entendu, du sujet qu'il a décidé de traiter, sans jamais demander d'autorisation, nuitamment, et, si j'ose dire, par infraction, peut-être, à la loi de 1885, je crois. Bon. La loi sur la défense d'un fichier. Alors, lorsqu'il colle ces papiers, donc qui ont un format qui est imposé, hein, pas en longueur, pas en hauteur, hein, mais en largeur, puisque c'est le format du rouleau d'imprimerie. Lorsqu'il les colle sur les murs, qu'il enduit donc les murs de colle et qu'il qu'il pose son papier dessus, le papier, il arrive qu'il se déchire pendant l'opération de collage. Et ça fait partie des accidents qui arrivent à son œuvre, et il a une bombe à colle, il recolle très sommairement, et même j'ai fait avec lui des choses, je me suis baladé moi aussi avec des rouleaux, en les déroulant, on marchait dessus, etc., ça se déchirait, il disait t'en fais pas, prenait son truc à colle, et puis il recollait, et en avant la musique, on continuait à installer les choses. Alors, on piétine, on déchire, on lacère, et les choses viennent comme elles viennent. D'autant plus qu'elles sont collées sur des murs qui sont des murs souvent inégaux, vous le verrez, c'est le moins qu'on puisse dire, et que, bien entendu, ça n'est pas une surface propre, ça n'est pas une surface plane, et vous voyez ces pauvres œuvres, enfin, qui sont, si j'ose dire, maltraitées, mais vous comprendrez, bien entendu, pourquoi. Alors, très rapidement, je vais passer au pas de charge, et de manière à ce qu'il me reste un tout petit peu de temps, d'abord pour discuter un peu avec vous, ça m'intéresserait beaucoup de discuter de ça, comme ça, quand je verrai Ernest, je lui dirai deux mots des réactions de la population balnéolaise. Voilà. Alors, donc en 1971,
c'est ça, peut-être je lirai un passage s'il me reste du temps, c'est sa première intervention publique, en tout cas avec ce système-là. En 1971, je suppose que la date vous dit quelque chose, pas exactement 1971, mais 1871. 1871, c'est la Commune. Et en 1971, on a décidé de fêter le centenaire de la Commune. Et donc, première action publique, mais impressionnante, d'Ernest Pignon-Ernest, qui est allé coller, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure avec d'autres images, qui est allé coller un peu partout, dans les lieux, si vous voulez, historiques des événements de la Commune. C'est-à-dire, au pied du Sacré-Cœur, autour du cimetière du Père-Lachaise, dans le quartier de la Butte aux Cailles, et dans un autre endroit que vous découvrirez tout à l'heure. Bon, en 1974, peut-être vous l'avez déjà découvert, c'est peut-être marqué sur la petite fiche que je vous ai donnée. En 1974, c'est une autre affaire, c'est-à-dire un autre collage, qui va lui valoir l'inimitié définitive de M. Jacques Médecin. C'est-à-dire que dans la ville de Nice, qui est une ville naturellement, comme vous savez, réputée de gauche, il est allé coller ça, c'est-à-dire des images, il a appelé ça « contre l'apartheid ». C'est-à-dire que je voudrais vous rappeler qu'en 1962, Mandela a été mis en prison, qu'il y est resté jusqu'en 1990, ce qui fait un bail, comme vous le voyez, comme vous le savez d'ailleurs, et qu'en 1974, Ernest Pignon-Ernest, parce que c'était le silence, bon, bien sûr, de temps en temps, on disait Mandela est en prison, on l'avait dit, mais bon, qui se souciait de ce leader en Amérique du Sud qui était contre l'apartheid, bien entendu, et tous les gens du monde qui étaient contre l'apartheid étaient contre l'apartheid. Seulement, ils n'étaient pas en tôle. Et ils n'y étaient pas pour si longtemps. Donc, en 1974, Ernest a décidé, à la faveur d'une cérémonie qui a eu lieu à cette époque-là, c'était gonflé quand même, hein, passez-moi l'expression, c'était à propos du jumelage entre la ville de Nice et la ville du Cap. Et donc, Ernest a décidé, pour manifester son opposition, son mécontentement, sa hargne, sa rage, pourrait-on dire, justement, à propos, au moment de ce jumelage, d'aller coller à Nice, qui est donc sa patrie natale, et en dépit naturellement de tout le monde, et en particulier des édiles de la ville de Nice, il est allé coller ces images qui représentent donc des images de l'apartheid, où Mandela n'est pas exactement, évoqué. Hein, c'est des images de ces familles, si vous voulez, qui sont enfermées, oui, qui ne peuvent pas, en fait, qui sont séparées, si vous voulez, du reste de la population. Voilà en particulier sur la promenade des Anglais. C'était une bonne provocation, hein, quand même, d'aller mettre ça sur la promenade des Anglais. Je vous ai apporté, alors ça c'est plus tardif, hein, ça doit être, je dirais, en 89, 8, 9, je ne sais plus exactement. C'est peu avant la libération de Mandela. Il y a eu, bien entendu, ça montait, hein, ça a fini par remonter, cette protestation contre l'apartheid, et on sentait bien d'ailleurs que ça branlait dans le manche, cette affaire-là, bien sûr. Et donc il y a eu une protestation contre les prisonniers politiques en Afrique du Sud, et l'affiche
a été donc celle-ci, avec le portrait de Mandela, hein, avec l'écriture que vous voyez ici, qui est l'écriture caractéristique d'Ernest Pignon-Ernest. Donc, vous commencez à voir un petit peu la couleur, si j'ose dire, c'est-à-dire que Ernest Pignon-Ernest est ce qu'on pourrait appeler un peintre engagé. Bien que le terme, à l'heure actuelle, soit plutôt en mauvais esprit, en mauvaise part, je dis plutôt, parce que quand on interroge les artistes à la télévision et qu'on leur demande est-ce que vous avez une opinion politique, en général, ils disent au moins pas du tout, jamais, voilà. Il y a même des gens d'ailleurs dont on est surpris de les retrouver quelquefois à une extrémité de l'échiquier politique. Je ne dirais bien entendu pas non, vous les avez tous sur les lèvres. En 1975, il va toujours dans les épicentres, si vous voulez, des problèmes. Tiens. Ah, il y en a une qui a sauté. Bon, bah tant pis. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Peut-être qu'on verra si j'arrive à en retrouver une autre équivalente. Hein. Bon, c'est une manifestation qui s'appelle Sur l'avortement. Alors là, il colle ben, vous la voyez, malheureusement, vous la voyez pas beaucoup. Vous voyez, là, c'est un dessin. Hein. En fait, ça, c'est une œuvre. C'est une œuvre que vous pouvez acheter, s'il en reste. C'est une œuvre, c'est une dame, naturellement, qui peut-être va mourir, et qui a été l'objet, enfin, qui s'est fait avorter, n'est-ce pas, avec tous les risques que ça. Et en général, on voit dans cette série des créatures un peu exsangues, dont on voit véritablement qu'il y a un péril imminent, quoi, hein, et que sans doute elles vont mourir. Donc ça ne s'appelle pas pour l'avortement, ça ne s'appelle pas contre l'avortement, ça s'appelle sur l'avortement. C'est-à-dire que l'engagement d'Ernest Pignon-Ernest n'est pas un engagement de slogan ou de criaillerie. Je ne voudrais pas que vous preniez ça en mauvaise part, parce qu'après tout, on a le droit de crier son horreur d'un certain nombre de choses, son opposition, etc. Mais, si vous voulez, ce n'est pas son mode à lui. Son mode à lui, il est beaucoup plus, je dirais, efficace. Pourquoi il est efficace? Parce que c'est un artiste. Et que c'est un artiste qui s'adresse à la cité. C'est un personnage qui, par la force des choses, devient un personnage public. Et son œuvre, si vous voulez, est, je dirais, à mon avis, plus efficace que la parole. Et ce que vous voyez ici, c'est l'image que je voulais vous montrer. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. C'est là où on voit d'ailleurs que Ernest se sert beaucoup de la photographie. C'est-à-dire que sous ce dessin, il y a, et je regrette de ne pas vous montrer plus grand, il y a, vous voyez, un décollage qu'il a fait dans cette bonne ville de Tours. Et à Tours, pourquoi à Tours? Alors là, il faut célébrer la mémoire, puisqu'il nous a quittés pour un monde meilleur, de M. Royer, qui était maire de Tours, et qui était le père la pudeur de la ville de Tours, et qui avait naturellement pris vigoureusement au Parlement, et qui était monté, si vous voulez, à l'assaut des lois qui allaient libérer l'avortement. Je vous rappelle qu'on est en 1975, hein, et que le jeune Giscard d'Estaing est arrivé au pouvoir, et que Madame Veil, tout de même, et il faut s'en rappeler, a été à l'origine de tout de même cette libéralisation des choses. Alors, ce que vous voyez ici, vous voyez le dessin sur le papier. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il collait ces dessins dans les rues de Tours, et il les collait de cette manière. C'est-à-dire qu'il y avait une partie qui était collée sur le mur, et la partie inférieure, un tiers, si vous voulez, qui dégoulinait sur le trottoir
et qui étaient collés sur le trottoir. Et quelquefois de telle manière que les gens étaient obligés soit de faire un détour, soit de piétiner cette image-là. Ce qui est une sorte quand même de force de frappe psychologique vis-à-vis de celui qui voit, qui passe, qui regarde, qui évite, etc. Donc c'est là où je dis, si vous voulez, que c'est quelque chose qui est marquant, qui est fort, tant du point de vue de la représentation, mais aussi du point de vue de l'installation proprement dite. Et d'ailleurs, on voit que Ernest a fréquenté le groupe de Nice, c'est-à-dire ces gens qui ont, enfin, qu'on a appelé le groupe support surface, si vous voulez, c'est-à-dire ces gens qui avaient des supports, si vous voulez, soit qu'ils lacéraient, soit qu'ils suspendaient, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils considéraient que le support était un élément fondamental de l'œuvre, était ce que j'appellerais un des formants picturaux de l'œuvre, à l'égal du dessin qui était dessus, etc. Et c'est en effet tout à fait vrai. Si vous voulez, je peux vous l'expliquer, mais évidemment, on n'a pas beaucoup le temps. Mais je l'ai fait très souvent dans mes cours, évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuvre sans fond, il n'y a pas de fond sur support, etc. Et il y a des tas d'artistes qui ont joué là-dessus, hein, bien entendu, depuis le groupe de Nice, ou même déjà, bien entendu, avant. Voilà. Alors, donc, cette espèce de culpabilité induite, si vous voulez, des gens qui se détournent. On voit d'ailleurs, il a pris plein de photos hein, là-dessus. Je voulais vous en montrer une, surtout, des gens qui détournent le regard avec une certaine violence, en quelque sorte. Ils répondent avec violence à la violence. Je considère qu'en effet, c'est alors, Ernest n'est pas du tout un partisan fanat de l'avortement. Ce qu'il est, il est bien entendu pour la liberté des femmes comment dirais-je, à gérer, si vous voulez, leur corps comme elles l'entendent, et surtout, bien entendu, à tous ces mortes qui à cause des incidents, si vous voulez, et des complications suivant l'avortement. En 1976, alors qu'il y a des problèmes dans la ville de Grenoble, il y installer des sérigraphies sur les accidents du travail. Et vous voyez que cette fois-ci, la déchirure feinte et la flèche montrent, si vous voulez, que cet homme a été blessé mortellement dans un accident. Et là encore, dans Grenoble, vous avez un certain nombre, avec des variantes, hein, c'est pas toutes les mêmes, avec des déchirures, vous voyez, la déchirure, elle est rajoutée peut-être, ou il a déchiré le papier lui-même volontairement, ou le papier s'est déchiré lui-même et il a recomposé et collé. Là, vous voyez, c'est le même thème avec la flèche, là, vous voyez, c'est pas déchiré ni collé de la même façon. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est allé coller cela dans le parking des cadres d'une usine. Vous voyez, donc les actions d'Ernest ne sont jamais neutres. Je commence, si vous voulez, à avancer des pions, c'est-à-dire que l'œuvre, elle n'est pas circonscrite à la feuille, au dessin et tout, mais elle prend son environnement en cage, elle l'agrège, si vous voulez, à ce qu'on peut appeler l'œuvre, avec un O majuscule et même avec un L majuscule, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et quand on dit que Ernest... Alors après, on va se poser des problèmes théoriques. Enfin, moi, je me pose des problèmes théoriques à propos de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre dans ces œuvres, sauf quand elles sont vendues par la galerie Relon, le long.
mais il n'y a pas de cadre, ce sont des images sans cadre. Alors, on se pose la question, quid du cadre dans l'histoire de l'art? Et quid du cadre avant qu'il y ait des cadres? Quand il y avait des peintures dans les églises romanes ou gothiques, il n'y avait pas de cadre. Les fresques, il n'y avait pas de cadre. Il y en avait aussi après, à la Renaissance, ou même à la fin du gothique, il y avait des cadres fins, peints. Mais, à vrai dire, et au paléolithique, évidemment, il n'y avait pas de cadre. Et même les images, elles se montaient, si j'ose dire, les unes sur les autres. Donc voilà le parking des cadres qui est pris à partie, si vous voulez, donc les responsables de cette usine qui sont pris à partie par cette affaire-là. Et voilà. Alors, en 78-79, autre campagne, bien entendu à Charleville. Vous me direz que le boulevard Saint-Michel, dans le 6e arrondissement, il n'y a pas de 6e arrondissement à Charleville, donc à Charleville et à Paris. À Charleville, bien sûr, parce que c'est la patrie de Rimbaud, d'Arthur Rimbaud. Et voilà, et à Paris, alors on est encore une fois en 78-79, c'est-à-dire 78, c'était aussi un anniversaire, c'était 10 ans après, ça nous paraît tellement loin maintenant, et c'était le 10e anniversaire de 1968. Je vous rappelle que Arthur Rimbaud a été une des icônes de la Révolution, enfin en tout cas des mouvements 68 arts, et que l'imagination au pouvoir et toutes ces sortes de choses, c'était bien entendu des hommages rendus à Rimbaud. Donc c'était véritablement un personnage que Ernest voulait commémorer. D'autant plus que depuis sa sortie de l'école, dans le fond, en autodidacte, il n'a cessé de lire, de s'instruire, etc. Et il est devenu un grand amateur de poésie, de Rimbaud, bien entendu, mais aussi de bien d'autres poèmes, et puis même, d'ailleurs, il a fini par devenir l'ami de plusieurs d'entre eux. Donc, voilà, en voilà un, boulevard Saint-Michel, en voilà un autre dans un autre contexte, parce que, naturellement, les murs sont tagués, et lui, il utilise les murs tagués. Je me souviens d'un des... J'ai pas l'image là, je ne sais même pas si je l'ai d'ailleurs, c'est à peu près semblable à ça comme présentation, et en rouge sur le mur, il y a tagué « assassin ». Et donc le rapprochement, si vous voulez, entre le collage, l'action d'Ernest Pignot-Ernest et cette apostrophe, si vous voulez, surtout 10 ans après 68, ça a bien entendu une résonance que je laisse naturellement chacun à la fois de juger, mais en même temps on en voit très bien ce que j'appellerais l'économie, en me servant d'un terme freudien, bien entendu, puisque dans cette affaire-là, il y a toujours, vous voyez, quand je parlais d'espace-temps à propos de cette série de conférences, on est bien dans quelque chose qui est spatio-temporel. C'est-à-dire ça prend l'espace, si j'ose dire, en otage. L'image prend l'espace en otage, se l'agglomère, se l'accapare, voilà, c'est ça. Et en même temps, l'image voyage dans le temps, puisque là, nous avons 3 étapes. Nous avons Rimbaud, nous avons 68, et nous avons le 10e anniversaire de 68. Donc ça fait une espèce de cordon temporel, en quelque sorte, qui fait que les images sont liées les unes avec les autres. Voilà, en 80, problème qui est toujours un problème de belle actualité, n'est-ce pas, ou de sinistre actualité, c'est une série sur les expulsions. Les expulsés, donc 400 sérigraphies de Rimbaud dans Paris et à Charleville, comme on dit là-bas. Et 500 sérigraphies sur les expulsés dans tout Paris, naturellement dans des endroits qui s'imposent, c'est-à-dire dans des démolitions récentes,
Décidément, j'en attendais une autre et elle ne vient pas. J'ai eu des problèmes, je l'expliquais tout à l'heure, j'ai eu des problèmes d'ordinateur ce matin. J'ai eu même peur à un moment donné de ne pas pouvoir faire autre chose que de commenter les images sans mes notes, ce qui n'aurait pas forcément changé les choses fondamentalement, mais qui m'aurait gêné quand même. Donc voilà, les expulsés, 500 sérigraphies. Donc ce que je voulais dire, c'est bien le contexte qui est important là, parce que ces images sont très souvent, s'il les a fixées, très souvent dans des immeubles qui étaient en démolition. Et les immeubles qui sont en démolition, eh bien les gens qui sont dedans, ils sont expulsés. Et ils ne sont pas simplement expulsés pour des raisons soi-disant clean, parce qu'ils ne payent pas leur loyer, etc. Je dirais que d'une certaine manière, je ne dirais pas que c'est plus sinistre, mais si on peut comparer le sinistre, mais c'est sinistre quand même. C'est-à-dire que c'est les endroits de Paris où il y a eu des démolitions, où on a viré les gens sans rien, avec des indemnités misérables ou pas des indemnités, pour que les promoteurs immobiliers puissent faire leur beurre avec des constructions neuves. Et c'est ça qu'il a voulu mettre en évidence, en rapprochant, si vous voulez, en tout cas c'est ce que je pense, je veux dire, l'interprétation, je pense que Ernest l'a eu dans la tête, j'en ai tellement pas discuté avec lui, tellement ça me paraît clair que c'est comme ça, et quand bien même, si vous voulez, enfin ça me paraît exclu, parce que c'est un homme extrêmement fin, etc., et puis c'est lui qui l'a fait, etc. Et je veux dire, en mettant Ernest à part, c'est pas la question, c'est pas parce qu'un artiste ne voit pas les choses qu'il a fait que nous, on ne peut pas qu'on peut ne pas les voir, qu'on n'a pas le droit de les voir soi-même. Moi, il m'est arrivé souvent de travailler avec des artistes, parce que si on ne travaille pas avec des artistes, on ne fait pas vraiment de l'histoire de l'art, on ne fait pas d'histoire de l'art en chambre, ça arrive que trop souvent, ou alors l'histoire de l'art des musées, ça c'est pas un truc qui m'intéresse du tout, ça, et qui ne paraît pas intéressant, disons, voilà, les présents étant mis hors de cause. Donc voilà, je voulais dire ça, c'est que l'œuvre, si vous voulez, d'une certaine manière, elle dépasse largement l'artiste. Et elle dépasse largement l'artiste pour une raison extrêmement simple. C'est que, là encore, je ne parle pas de cette image en particulier, c'est que cette image-là, elle a été faite en 1980, et après, elle est laissée dans l'histoire. Et, comme l'expliquait Umberto Eco, toute œuvre est une œuvre ouverte. C'est-à-dire que l'œuvre est un piège au sens, si vous voulez. Alors, on peut naturellement faire des anachronismes. Et évidemment, ça n'est pas ma méthode. Mais en même temps, il est tout à fait clair que la Joconde a un impact sur toute l'histoire de l'art depuis le XVIe siècle. Peut-être au moins depuis le début du XIXe siècle. Mais ça prouve, si vous voulez, que cet impact, c'était quelque chose que Léonard n'avait pas la capacité de saisir. Une œuvre reste toujours vivante. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont relégués dans les sous-sols, mais une œuvre, elle continue, si vous voulez, à décharger toutes ces potentialités, si vous voulez, qui sont révélées dans le cours de l'histoire. Alors évidemment, quand on analyse ces œuvres, il faut faire extrêmement attention. C'est ce qu'on pourrait appeler l'anachronisme bien contrôlé, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, toujours pour mettre les pieds dans le plat, en 1981, à Santiago du Chili, Ernest va coller des papiers avec la représentation de Pablo Neruda. Et là encore, si vous voulez, alors il est un peu pressé par la police,
Et bon, il arrive finalement à s'en tirer. Souvent d'ailleurs avec la complicité, enfin avec l'aide amicale des gens du quartier. Et il est allé en coller sur des cimetières, sur le cimetière en particulier de Santiago, où, mis à part les gens qui avaient été enterrés dans des fosses communes, il y avait aussi des gens, naturellement, qui avaient été victimes de la répression, alors que, bien entendu, c'était toujours la dictature là-bas, hein. C'était pas fini, il s'était engagé. Et donc, il s'est rapatrié quand même avec les moyens du bord. Alors, ouais. Peut-être, si j'y pense, j'y reviendrai là-dessus. En 84-85, dans la forêt d'Uzès, puis dans les jardins, alors peut-être certains d'entre vous les ont vus. Alors c'est une sculpture cette fois, hein. C'est pas son thème majeur, hein. Mais il a fait des sculptures, et ces sculptures, il les a fait en moulant des corps dans une matière, dans un polymère, hein, dans une matière plastique. Une matière plastique, si vous voulez, qui avait des micro-alvéoles, et dans ces micro-alvéoles, on a cultivé des cellules végétales. Alors, le Porphyridium cruentum et le Chlamydomonas mexicana. Ce sont deux mousses, en quelque sorte, qui sont capables de coloniser cette surface de polymère et qui y vivent très bien à condition qu'on les arrose. Alors, il en a installé dans la forêt d'Uzès, donc les gens se baladaient en forêt, tout d'un coup, ils voyaient ces corps verts, bien entendu, hein, parce que c'est de l'assimilation chlorophyllienne. Et voilà, en voilà un exemple, en voilà un autre. Là, c'est une dame. Donc, il a appelé ça les arborigènes. Voilà, c'est un calembour, évidemment, parce